Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Salut tout le monde. Coucou. On est de retour, c'est l'été mais on est toujours là. Toujours là, fidèle au poste. Voilà, je suis Sophie et voici mon fidèle accompagnateur qui a gagné une belle place dans ce nouveau canapé. T'as vu ça, hein, c'est Kevin qui est toujours là. Bonjour à tous. Fini le foot, retour aux séries, retour au sérieux. Parce que là on est du sérieux, on a du lourd, hein, parce que vous noterez notre bronzage, enfin surtout le mien. J'ai beaucoup regardé la télé et pas beaucoup vu le soleil pour l'instant. Je suis un peu le vampire de l'émission. Et on a plein de choses à vous dire, parce qu'il s'est passé des choses, notamment il y a eu des nominations pour les Emmy hier, il y a plein de nouvelles séries qui ont commencé. Petit news casting aussi, une série qu'on aime beaucoup. Kevin vous a teasé tout à l'heure de quoi on allait vous parler, en même temps c'est pas une surprise, donc on va vous parler aussi des quelques nouveautés de l'été qui nous ont tapé dans l'œil, et on fera aussi quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire on va vous parler d'une vieille série, enfin d'une vieille future nouveauté. Ouais, future nouveauté. Ouais. Et comme la série arrive bientôt, on a décidé de revenir aux origines de la série et de parler de Gilmore Girls. Gilmore Girls, attention. Il y a tellement de revival en fait en ce moment qu'on s'est dit c'était l'occasion de reparler de cette série. Elle revient tout le temps au goût du jour et peut-être vous les faire découvrir. Quoi. Et je tenais à vous annoncer aussi qu'il s'agit de l'épisode 9 de Café Série. Oui. Et donc comme dans Game of Thrones, c'est l'épisode 9, va y avoir des morts. C'est l'épisode de la bataille, ça. C'est ça, c'est l'épisode où il se passe plein de choses. Donc, il y a déjà eu un mort. C'est Rocco. C'est ça, paix à son âme. Rocco nous a quittés dans d'atroces souffrances. Rocco, si tu nous regardes. Et on verra si les autres tiennent jusqu'au bout de l'émission. On sait pas, ça s'annonce épique. Il y a Rocco Junior qui a remplacé. Bon, trêve de plaisanterie, on commence tout de suite avec... c'est bon, Jeff? Oui? L'Expresso. Bon, ok, donc premier news casting, une série quand même énormément, c'est la série Fargo. On va donc commencer qui va jouer le premier rôle féminin pour la saison 3 de Fargo, donc qui est prévu l'année prochaine, donc en 2017. Il s'agit de Carrie Coon de la série The Leftovers, une série qu'on aime également, qu'on aime beaucoup également. Et l'actrice est super. Ah ouais, c'est vraiment une super actrice. Donc dans cette saison 3, elle va incarner un personnage qui s'appelle Gloria Burgle, qui est la chef de police de la ville d'Eden Valley. Et son personnage est décrit comme une mère célibataire, fraîchement divorcée, qui a du mal à comprendre le monde autour d'elle. Et c'est un monde où les gens sont plus intimement connectés à leur téléphone qu'aux gens devant eux. Ça existe pas. Non. On connaît tout le monde joue à Pokémon Go. Des gens comme ça, c'est fini. Hein. C'est ça, les gens sont chauds. C'est très détaillé, je trouve, comme description des personnages. Je suis très curieux de savoir où est-ce qu'ils vont nous emmener avec tout ça. C'est un peu bizarre, mais de toute façon, il y a Fargo et il y a Carrie Coon, de toute façon, on y va. Exactement. Peu importe. Voilà. Pour rappel, elle va rejoindre déjà Evan McGregor, casting, qui lui va incarner 2 personnages. Je suis très curieux de voir comment ça va. Un personnage qui n'est pas tout seul dans sa tête ou c'est 2 frères. Normalement, il joue 2 frères. Donc il va sans doute se grimer et tout. Mais apparemment, c'est pas des jumeaux. Donc pas les jumeaux maléfiques. C'est pas des jumeaux. J'aime bien. C'est des frères d'âge différents. Je sais pas trop comment ça va se goupiller. Bon après voilà, on fait confiance à Fargo quand même pour nous emmener dans le territoire. Même si la description du rôle nous paraît un peu bizarre, de toute façon c'est un peu le principe de la série. Exactement. En même temps, ça sera bien. Il y a pas de problème. 2017 c'est long encore. 2017 c'est long, exactement. En attendant, avant 2017, il va bientôt y avoir les Emmy Awards. Pas tout de suite, c'est le 18 septembre. Mais quand même, cette semaine, il y a eu les annonces des nominations. D'ailleurs, les annonces, ça a été assez festif parce qu'il y avait Miss Gilmore. L'actrice. La maman. Rory. Non, Lorelai. Ça y est, voilà. Je perds mes mots. Tout le camp. Comment elle s'appelle? Lauren Graham. Lauren Graham a présenté on avait la photo de Jeff. Si tu sais où c'est. Ouais. Voilà. C'était la maîtresse de cérémonie. La maîtresse de cérémonie. Avec le comique à côté là. Ouais, de Blackish. De Blackish, voilà. Apparemment, elle a fait que se marrer tout le temps. Ça a été, les journalistes avaient l'air assez agacés, mais bon, bref, moi je l'aime bien quand même. Ça va, faut se détendre aussi un peu, les gars. C'est pas grave. Et donc, il y a eu plein d'annonces.
Et toi, celle qui t'a... En fait, ils ont eu beaucoup d'annonces de séries dont on a parlé au sein de l'émission. En fait, ils ont pris tous les épisodes ça, je pense qu'ils regardent Café Série. Hein, et c'est ça, moi, je pense. C'est certain. Ils se sont dit, s'ils ont fait la review, c'est bon, c'est qu'on peut le mettre dans exactement, c'est approuvé par Café Série. Donc, on peut les nominer aux Emmy Awards. Donc, bon, on va pas vous sortir toute la liste parce qu'il y a What 1000 catégories et What 1000 nominés dans catégorie. Donc, on vous a fait une petite sélection. La première, il s'agit donc de Mr. Robot, voilà, qui est nommé dans la catégorie meilleur drama. Et Rami Malek qui est aussi nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un drama. Ouais. Donc voilà, go Mr. Robot. Ça c'est clair. D'autres séries dont on a parlé, il s'agit des séries Master of None, Unbreakable Kimmy Schmidt et VIP, dont j'avais dit beaucoup de bien à l'émission précédente. C'est la tienne, oui. Exactement, qui sont nommés dans la catégorie meilleure comédie. Donc du lourd. On a encore 2 autres mini-séries dont on avait parlé. Il s'agit trois, pardon. American Crime, Fargo et The Night Manager, qui sont nommés dans la catégorie meilleure mini-série. Donc 3 super séries. D'ailleurs, Fargo c'est toujours la catégorie dans laquelle ils essaient de caser Fargo. Ils casent toujours ça en mini-série parce qu'il ne peut pas compter ça en série entière, vu que c'est des saisons différentes à chaque fois. Ouais. Bon, c'est toujours les embrouilles au sein de ce genre de cérémonie. C'est toujours... on râle tout le temps. C'est vrai que c'est un peu n'importe comment pour certaines choses. Là, par exemple, je sais pas si tu as vu, mais dans les comédies, il y a Transparent. Oui. Alors déjà, on avait dit que c'était un peu bizarre par rapport à la saison 1 l'année dernière. Mais là, quand on voit ce qu'il y a dans la saison 2, c'est carrément plus comédie du tout. Ah oui, c'est très drama, cette saison 2. Alors, il y a des choses comme ça qui sont assez... Il y a tellement de lourd, en fait, dans la catégorie meilleur drama. Oui, après, la catégorie drama, c'est juste énorme, donc forcément... Mais bon, quand même, c'est un peu bizarre. Je vais continuer une petite liste, là. De toute façon, dans les acteurs, on a donc Aziz Ansari de Master of None, qui est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie. Il a ses chances, je pense, Aziz Ansari. Il peut gagner un truc. Dans la catégorie meilleure actrice dans une comédie, nous avons donc Ellie Kemper de Unbreakable Kimmy Schmidt et Julia Louis-Dreyfus de VIP. Bon, Julia Dreyfus, c'est l'habitué de la catégorie. Elle squatte tous les ans. Tout le temps, ça fait 5 ou 6 ans de suite qu'elle est nommée et c'est elle qui gagne le plus souvent. Ah oui, c'est ça. Donc on va voir, peut-être que cette fois-ci, ça va changer. T'as l'image, Jeff, s'il te plaît, des actrices, juste pour voir qui c'est qu'il y avait. Voilà, les 6 nommés. Laurie Metcalf de la série Getting On 5, j'aime beaucoup d'ailleurs. Ouais, moi j'aime. Dans l'hôpital. Moi j'aime bien, c'est un petit peu grinçant, ça me plaît. Ouais. C'est assez sympathique. Ouais. Là encore, ça va peut-être plus disputé que prévu. Hein. Peut-être qu'Amy Schumer peut créer la surprise dans cette catégorie-là. Elle est vraiment très en vogue aux États-Unis, Amy Schumer. Ouais, c'est vrai. Elle peut gagner un truc là-dessus. 2 trucs encore que j'avais notés. Il s'agit de Felicity Huffman et Lily Taylor de la série American Crime, qui sont nommées dans les meilleures actrices dans une mini-série. Ah ouais, là, ça va être... Alors, si elles pouvaient donner la récompense aux 2, mais récompense partagée. Tu peux pas choisir entre les 2, quoi. C'est dur, hein. C'est très dur. Les 2 sont tellement incroyables dans American Crime. Ça va être très dur de les partager. On a déjà vu c'est déjà arrivé, ouais. Ouais, peut-être. Franchement, ça. C'est au Golden Globe, je crois que c'était arrivé, peut-être aux Oscars. Ouais. Ils avaient donné ça. Mais ça serait cool parce que franchement, les 2 méritent. Les 2 le méritent réellement. Ouais, ça serait vraiment un petit truc comme ça. C'est comme moi, j'ai retenu en second rôle Constance Zimmer de Unreal, qui est nommée, qui est géniale. Mais Shiri Appleby, tu vois, elle est pas nommée et tu fais c'est pareil, ouais. Les deux mériteraient quelque chose. Quoi, quand même aussi. Les 2 sont vraiment très forts, les 2 mériteraient un truc. D'ailleurs, elle a tweeté. Je sais pas si t'avais vu, Shiri Appleby, elle a tweeté une photo d'elle et Constance Zimmer de Unreal, et puis en la félicitant et tout, un bel esprit, quoi. J'aime bien, elle s'entend bien. Donc c'est cool. Dernier truc que j'ai noté, donc c'est encore les séries dont on a parlé, donc c'est dans la catégorie meilleur acteur dans une mini-série, il y a Dominic Cumberbatch, donc de Sherlock, Idris Elba de Luther et Tom Hiddleston pour The Night Manager. La catégorie. Alors là, il va y avoir des morts. Non. Le truc, je sais pas, ils sont tous très bons. Comment tu choisis entre Cumberbatch, Idris Elba et même Tom Hiddleston? C'est juste pas possible, quoi. Idris Elba. Mais il y a quelques années, oui. Mais après, là, on avait parlé de la saison de Luther qui était sortie, on avait été un peu déçus. Mais c'était pas lui qui était décevant. Non, lui, il était très bon. Ben ouais. Mais du coup, pour les départager, il faut trouver un critère. Je sais pas trop comment ils vont se dépatouiller de tout ça. Franchement, à choisir, là, dans les 3 excellents acteurs. Bon, après, nous, on est gâtés, parce qu'on a des séries avec des excellents acteurs comme ça. On est contents. Mais ouais, c'est clair. Mais bon, quand même, c'est... Ça va être dur. Ah ouais, c'est compliqué. Quels sont nos favoris? Mais c'est super dur. Moi, je mettrais une pièce Cumberbatch, je pense, peut-être. Entre les 3? Ouais, je pense. Pour tout ce qu'il a fait avec Sherlock, je pense qu'ils vont nous filer. Ouais, il est...
Après, c'est les Oscars, les Emmy, c'est pas toujours pour la récompense. Pour le rôle même, c'est un peu pour la carrière, pour l'ensemble. Ceux qui l'ont pas avant. Cumberbatch, je pense, c'est le seul qui est capable de débiter autant de speech et tout ça. Enfin, il est assez impressionnant. Il est constant dans ce qu'il fait. Mais et tout. Idris Elba, c'est. Après, c'est Idris Elba, ouais. Voilà, quoi. C'est le charisme. C'est le charisme pur, ouais. Donc voilà. Ça va être disputé. Toutes les catégories vont être disputées. Ça va être intéressant. Ouais. Non, c'est clair. je sais pas vous, vous préférez qui. Demonté, il dit Idris. Ouais, quand même. C'est chaud. Alors, Idris, Cumberbatch, et encore, c'est que la catégorie mini-série, t'imagines même pas. Oui, c'est ça, c'est même pas la catégorie principale. C'est juste une mini-série. Bon, maintenant, j'ai le droit de râler. Tu peux râler, vas-y. Parce que, quand même, ils sont où, The Leftovers? Ils l'ont vu la série ou comment ça se passe? Parce qu'on a fait la review. On a fait la review, ils ne nous ont pas écoutés. C'était dans le Café Série, vous avez vous faites quoi, les mecs, ils ont raté l'épisode. Parce que The Leftovers, la saison 2, elle est magistrale, c'est pas possible. J'étais contente, évidemment, quand tu vois des acteurs que t'aimes bien, qui sont dans la liste, et là, ouais, c'est cool sûr. Et tout. Et après, tu fais, il manque un truc. Tout, c'est soit au niveau des acteurs, au niveau des actrices, au niveau de la série, au niveau de l'écriture, juste une nomination quelque part. Et tout, même la photo, même la musique. Tu peux au moins en caser une quelque part. Ouais, non, rien. Ou un épisode. Nada. Par contre, Game of Thrones 23. 23. Bon, ils sont nommés pour tout. Alors, on a beaucoup aimé même le plus beau loup, le plus beau. Le plus beau loup, le meilleur loup. C'était cool, et franchement, c'était cool. Bon, on a beaucoup aimé cette saison. Après, 23, c'est quand même énorme. Quand je vois qu'il y a 3 actrices qui sont nommées dans le meilleur second rôle, il y a Maisie Williams, il y a. je sais plus, Daenerys, qui est aussi nommée. Emilia Clarke. Et les 3 dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Là, par contre, un petit leftover, ça aurait pu être sympa, tu vois, à caser dedans. J'adore Game of Thrones, mais on peut pas dire que. 23, c'est beaucoup. Hein. Et encore, on a dit, on a beaucoup aimé la saison. Les actrices sont pas non plus. Un peu de diversité, ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Voilà, Maisie Williams, donc celle qui joue Arya dans Game of Thrones, elle a tweeté un truc Are you kidding me? Mais au lieu d'écrire Are you, c'était Arya. Lol, jeu de mots. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, j'ai bien aimé, c'était marrant. Voilà, donc bon. Plutôt cool, ouais. Et aussi 22 nominations pour la série American Crime Story. Ouais. Donc c'était la mini-série qui parlait du procès d'O.J. Simpson. On n'en a pas parlé encore dans l'émission. Non, mais parce que moi j'ai pas tout vu en fait. Moi j'ai un mis de côté pour un moment, mais je suis assez friand de ce genre de choses. C'est chouette, hein, mais j'ai pas eu le temps de finir, c'est un peu longué. Ah, t'as trouvé ça un peu longué? Ouais. Bon, peut-être qu'on cassera une review avant les émissions. Non, après ça vaut le coup. Franchement, mais bon, voilà, c'est oui, comme vous dites, il n'y a pas de premier rôle dans Game of Thrones, oui, mais... C'est vrai, c'est une série chorale. Je ne pas dire, je trouve que Emilia Clarke, elle est très très belle. Elle a été bien dedans. Mais... Là, elle n'est pas... je suis désolée. Dans d'autres séries, je trouve qu'il y a des actrices bien meilleures qu'elle. Bon, après, voilà quoi. Après, ils sont tellement nombreux, ils veulent récompenser tout le monde. D'ailleurs, j'espère que cette année, Tatiana Maslany va gagner. Je persiste, c'est signé avec mon Orphan Black, mais c'est quand même la meilleure actrice. C'est juste... c'est la meilleure actrice. Point. Ouais. C'est ça. Là, il n'y a pas de discussion possible. Décidé, c'était pas lui. J'ai décidé. Redmer approuve. Ah, cool. Si tout le monde approuve, c'est cool. Non, mais t'as mis ton tampon de Redmer en fait. Redmer. Au début, j'étais première dame, je suis passée reine mère, j'ai pris un coup de vieux en 2 mois, je sais pas ce qui s'est passé. T'as pris du galon quand même. C'est parce que je suis dans le canapé de Sheldon, ça y est, c'est fini. C'est le trône, tu es dans le trône là, c'est pour ça. Donc ouais, bon, donc voilà, il y a des choses cool. Il y a plein de bonnes choses quand même dans les émissions. Évidemment, il y a toujours des choses qui, voilà. C'est comme pour tout, on n'est jamais à 100% satisfait. Tout le monde, exactement. Mais c'est quand même je pense qu'on sera aux aguets vers le 18 septembre pour vous en reparler. On fera forcément un compte rendu après les émissions, on fera un petit débrief, on dira à quel point ils ont mal choisi. Ouais. Et en plus, la cérémonie sera présentée par Jimmy Kimmel. Ouais. Cool. Ça va être un grand moment. Kimmel. On va voir s'il fera des vannes assez osées ou pas, mais... Moi, il y aura des bons sketchs, il y aura forcément des bons trucs à voir derrière. Ok, bon, alors il est temps de passer justement à une série qui fait partie des nommés pour les Emmy, et donc on va vous parler du top 3 de l'été, et on va commencer avec Mr. Robot. Enfin, on va parler de Mr. Robot, doucement, tranquillement, partez pas tout de suite, on va pas spoiler. On va essayer de pas trop spoiler. Déjà, Kevin,
Est-ce que tu peux nous faire le Previously on Mr. Robot? Ouais, parce alors que le c'était Previously chaud. est nécessaire. J'avoue, j'étais un peu largué quand j'ai regardé l'épisode. Pareil. Parce que déjà, il s'est passé beaucoup de choses dans la première saison. Ouais. Il se passe aussi beaucoup de choses dans ces 2 premiers épisodes. Donc ça n'a pas été évident de tout relier, malgré qu'il y a un Previously quand même dans l'épisode. Ouais, il est petit, hein. Il est petit, hein, franchement. Il est J'étais petit, vite paumé. C'était compliqué. Alors, précédemment dans Mr. Robot, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si vous n'avez pas vu la première saison, peut-être faudra vous boucher les oreilles. Ouais, mais non, là, c'est sûr. En même temps, qu'est-ce que vous faites encore ici si vous n'avez pas vu la première saison, j'ai envie de dire. Partez, allez le voir tout de suite. Non. Alors, précédemment dans Mr. Robot, donc on a découvert que Elliot était schizophrène. Donc, exactement. Donc, en fait, que c'était lui, Mr. Robot, donc le chef de la F-Society, toute la personne qu'il a recrutée et tout ça. C'était en fait lui-même, c'était sa deuxième personnalité qui avait pris l'apparence de son père qui était décédé. Comme si c'était pas assez compliqué tout ça. Donc c'est lui qui a lancé de l'attaque contre E-Corp. Sauf qu'il ne s'en rappelle pas. Il y a 3 jours de souvenirs manquants. Il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Il y a Venick qui a disparu pendant ces 3 jours. On ne sait pas où il est. Aucune idée. Donc on va retrouver donc Elliot. En fait, il s'est écoulé quelques semaines après l'attaque. Pas exactement. Une certaine durée, on ne sait pas trop. Et donc on va retrouver Elliot qui va essayer un peu de lutter contre ce Mr. Robot. Alors comment il va faire pour lutter? Il s'est créé une boucle de normalité. Il s'est enfermé dans une espèce de routine. Il se lève à la même heure. Il s'est fait un ami à qui il ne parle pas beaucoup. C'est surtout lui qui parle. Il prend les repas avec lui. Il vit chez sa mère. Peut-être justement pour lutter contre le père. Donc il est parti se réfugier chez sa mère. Et il pense que vivre dans cette normalité va faire disparaître Mr. Robot. C'est-à-dire que Mr. Robot, lui, il n'entend pas de cette oreille. Il va lui montrer qu'on ne se sépare pas de lui aussi facilement. Et surtout, que c'est lui la vraie personnalité, en fait. Et que les gens, quand ils regardent Elliot, c'est lui qui voit. C'est ça qui va être intéressant. Il va y avoir une lutte pour le contrôle, en fait, du corps d'Elliot. Et le contrôle, en fait, ça va être le thème de toute la saison et de tous les personnages. On avait vu les affiches teaser. Ils nous disaient ça, c'était que le contrôle est une illusion. Ça va être la thématique de cette saison. Bien résumé. Et ça va vraiment influencer tous les c'est passionnant, je trouve. Cette partie-là, c'est... Ben encore j'avais un petit peu de mal à me recaler dedans. Ouais. Mais une fois que tu rentres dans sa boucle à lui... C'est ça. Quand tu es dans son jeu. C'est vraiment passionnant. Fais gaffe au spoil, t'inquiète pas, Valgarde. Ouais, je m'arrête là pour ce qui est Elliot. C'est le contrôle. Après, je vous dis pas tout ce qui se passe derrière. T'inquiète pas. Parce qu'il se passe beaucoup de choses. En fait, c'est un double épisode qui a été diffusé, mais c'est pas 2 épisodes séparés, c'est pas non plus 2 parties. C'est réellement un long épisode en fait qui a été juste coupé en 2 avec une sorte d'entracte. Intermission. Oui, il y a marqué. Donc voilà, ce que je vous raconte, c'est juste le début du premier épisode. Il se passe encore énormément de choses derrière que je ne dirai pas. Je vous laisserai découvrir par vous-même, mais qui sont vraiment, vraiment passionnantes. Hein. Alors juste un petit message. On remercie Patate qui a resub. Ça fait 13 mois qu'il a sub. Oh voilà. J'ai envie de dire la machine. Merci beaucoup, Patate là. Le sub de malade. Plus de sub que d'épisodes de Café Série. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, peut-être. Donc c'est la thématique de la saison, ça va vraiment être le contrôle, donc ça va influencer vraiment toutes les storylines que l'on va voir. Donc on a vu celle d'Elliot. Donc on va voir aussi forcément E-Corp, qui a été victime d'un hack gigantesque. Et eux, de leur côté, vont essayer justement de récupérer le contrôle de la situation, parce que là, ça va pas très bien pour eux. Le public se retourne contre eux. Normalement, on l'a vu dans la crise financière il y a quelques années, quand les banques sont dans la merde, elles vont se tourner vers le gouvernement. Là, le gouvernement, c'est un peu chaud pour eux, ils vont pas forcément les aider. Donc eux aussi, ils perdent le contrôle, donc ils vont essayer de regagner le contrôle à leur tour. On a donc F-Society aussi, donc qui était au centre des événements avec ce hack. Eux aussi, ils vont essayer de gagner le contrôle. D'établir leur contrôle. Ils ont fait un coup. Ils ont fait un coup, mais il faut suivre derrière. Mais il va aussi établir une sorte de contrôle sur l'image qu'ils projettent, parce qu'il y a une espèce d'appropriation donc de toute l'iconographie de F-Society, des masques et tout ça, par le public. Ça a un petit peu détérioré l'image. Tout le monde se prend en selfie avec les masques de F-Society. Eux, ça leur plaît pas trop. Ils vont essayer un petit peu donc de regagner le contrôle de ce message-là. C'est ça. De remontrer qu'ils sont une force sur laquelle il faut compter. C'est montrer vraiment que va être la vraie révolution. Ça va pas être simple pour eux quand même, de ce côté-là. Et on a aussi le personnage d'Angela, donc qui était la meilleure amie d'Elliot dans la première saison, qui elle va, à la fin de la première saison, elle va rejoindre E-Corp pour essayer de faire tomber un peu le système de l'intérieur. Parce que E-Corp est un peu comme Elliot, est responsable de la mort de son père, de sa mère. C'est sa mère et lui c'était son père. Et lui c'est son père ça. Donc
elle va essayer de faire tomber E-Corp de l'intérieur. Sauf qu'elle va se rendre compte qu'une fois qu'elle est à l'intérieur, finalement, elle n'est pas si mal que ça. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Et donc elle, on va voir, ça va être le contrôle pour l'âme d'Angela, je pense, dans cette saison. On va voir qui va gagner, si ça va être E-Corp ou si elle qui va... Il y a un beau plan dans l'épisode 2 où elle est tout en blanc et tous les autres sont habillés en noir. Oui. Dans le bureau de E-Corp et tu fais, ah ouais, il y a un truc. Il y a un truc là sur mais encore une fois, la mise en scène, la façon dont sont composés les plans, la structure, est incroyable. C'est un tableau parfois. C'est un tableau, en fait, il y a plein de... Tout le message passe parfois dans la façon dont se disposent les différents personnages, les vêtements qu'ils portent, les couleurs, comme tu disais, avec elle qui est habillée en blanc et les autres en noir. C'est vraiment un tableau, la mise en scène. C'est donc tous les épisodes sont réalisés par Sam Esmail, qui est donc le créateur de la série. Il a réalisé tous les épisodes. Il réalise tout, j'imagine la masse de travail pour écrire et réaliser tout ça. Il n'a pas tout écrit par contre, il a dit. Ah, il n'a pas tout écrit finalement. Non, parce qu'il y avait eu un clash, enfin un pseudo-clash avec la chaîne qui n'était pas très chaude pour que ce soit lui qui écrive tout, qui réalise tout. Il pensait que ça allait être difficile pour eux. Ouais, mais justement, je l'ai vu tout à l'heure, il a tweeté en disant qu'il avait tout réalisé, mais qu'il avait quand même pas tout écrit. On se dit, bon, c'est pas une machine, ça va. Bon, mais donc en gros, il a fait les synopsis et c'est quelqu'un d'autre qui a rédigé en fait derrière les épisodes, mais c'est vraiment sa patte derrière. Donc vraiment, l'image est fantastique, la photographie photo. Ça a même presque augmenté d'un plan. On est presque dans un opéra. J'ai l'impression. Mais du coup, c'est un peu... opéra, c'est pas mal comme truc. Parce que je trouve, du coup, que ça a un peu les défauts de l'opéra. C'est-à-dire que des fois, tu comprends rien quand t'es à l'opéra. Je sais pas si vous avez eu cette impression, mais... Parfois, je regarde la série et je me regarde en train de regarder la série, je me fais oula, je comprends plus rien à ce qui se passe. Oui, mais j'ai senti plusieurs fois. C'est ça. Surtout durant la première partie. C'est un peu perturbant, mais en même temps, ça gâche pas l'expérience. Sur le moment, oui, c'est énervant quand tu comprends pas ou quand tu vois un perso, tu es là, ouais, c'est qui déjà et tout. Mais en fait, quand tu arrives à la fin de l'épisode, tu fais ouais, non, en fait, c'est. Comme tu arrives à raccrocher, puis c'est un ensemble, du coup, ça va. Voilà. Mais parce qu'il y a une relation un peu de confiance, je trouve qu'il s'est un peu installé entre le spectateur et le créateur de la série, où on sent que c'est pas gratuit. Enfin, on espère que c'est pas gratuit pour l'instant, mais on sait qu'il va nous guider, nous amener quelque part. Déjà là, on voit il y a certains événements qui se passent dans le deuxième épisode, qui sont un peu teasés au début, qui éclatent dans le deuxième épisode. On voit un peu où ça va mener, et ça va être assez passionnant tout ce qui va se dérouler derrière. Mais vraiment, il y a toujours le piège des saisons 2. On sent que ça va se péter la gueule derrière. C'est vrai. Il n'y a plus grand chose à dire. Là, on sent que c'est construit sur des bases assez solides et qui vont un peu renforcer encore tout ça, nous amener vraiment encore plus loin. Je pense qu'ils savaient où ils allaient dès la fin de la saison 1. C'est pas balancé. C'est pas brodé. C'est réfléchi parce que c'est toujours des répercussions de ce qui s'est passé avant et comment les personnages vont continuer à vivre. Donc ça sent vraiment que c'est construit sur plusieurs c'est vraiment construit. Et le truc que j'avais noté, qui m'avait justement un peu interloqué dedans, c'est que la première saison est assez ancrée dans le réel. Globalement, dans la crise financière, il y a plein de références à notre monde, mais on bascule en fait un peu dans l'Uchronie dans cette seconde saison, parce qu'il y a des discours d'Obama que l'on voit, évidemment qui sont truqués, mais ça veut dire on se détache un petit peu de notre monde. Donc c'est en pleine Uchronie, malgré ça, c'est tellement réaliste qu'on est encore ancré dans notre réalité. Surtout quand tu vois les télévisions qui diffusent l'espèce de CNN sans arrêt avec les bandeaux, enfin c'est... Derrière et tout ça. Dedans, quoi. Mais même la récupération, justement, par le grand public des symboles de F Society, des trucs... Les gens qui se prennent en selfie dans la rue, tout ça, mais c'est un truc que je le vois venir. Les événements qui se passent dans la rue, qui sont filmés. Tout le monde qui est avec son téléphone portable, c'est d'un Et c'était pas des Pokémon qui chassaient, hein. C'était ils étaient en train de filmer... Tu sens que les mecs qui sont sur Periscope en train de regarder ce qui se passe et tout. C'était vraiment. C'est Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé de ces épisodes, si vous les avez vus. Sans spoiler, hein, parce que c'est vraiment pas cool de spoiler, parce qu'il se passe quand même il se passe beaucoup de choses, des trucs assez chocs à un moment donné dans les épisodes. Mais juste l'ambiance, le fait de replonger dans le truc, comment vous l'avez senti? Parce que j'ai l'impression que sur cette saison-là, comme on connaît le fait, enfin quand on est au courant que Elliot est schizophrène, du coup on a plus de mal à croire ce qu'on nous raconte, on a plus de recul en fait, et du coup c'est un sentiment différent. Donc c'est intéressant. Moi j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur la suite. En tout cas ils m'ont happé sur les fins d'épisode. J'avais envie d'enchaîner direct par le suivant, et maintenant il va falloir attendre une petite semaine encore. Non, c'est clair que c'est...
Bon voilà, l'été commence bien pour cette saison 2 de Mr. Robot en tout cas. Une autre série qu'on a commencé à voir et qui vient tout juste de commencer. C'est tout frais, on a plein de séries toutes fraîches. C'est tout frais, ça vient de commencer, ça s'appelle The Night Of. Et c'est une série HBO, mais en fait c'est diffusé sur OCS City. C'est le lundi soir. Donc pour l'instant il n'y a eu qu'un épisode. C'est à la place de Game of Thrones en fait. The New Game of Thrones. Rien à voir. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de dragon. Non, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de fantastique, mais il y a un peu de sang. Un petit peu de sang. Un petit peu de sang. Alors, c'est une série en fait, donc comme je dis d'HBO, en fait, elle est adaptée d'une série anglaise à la base qui s'appelle Criminal Justice. Et elle est intéressante parce que c'est une série qui date d'il y a 6 ans. Donc là, ils ont vraiment repris le concept. Et ça raconte l'histoire d'un jeune qui s'appelle Nasir, ou Naz. J'allais pas dire d'un jeune Naz, ça faisait moche. Donc Naz qui fait un peu qui sort faire la fête. Il faut préciser qu'il est pakistanais, c'est hyper important pour l'histoire. Donc il part faire la fête. Il emprunte le taxi de son père pour aller... Voilà, il sort, il rencontre une fille un peu bizarre. Et cette fille-là va l'entraîner un peu malgré lui dans une folle nuit. Sexe, drogue, rock'n'roll, voilà, la grosse nuit. Le problème, c'est que le lendemain matin, quand il se réveille, il se rappelle pas du tout de ce qu'il a fait. Et il trouve la jeune femme en question morte. Mais d'une façon assez horrible, parce qu'elle a été vraiment poignardée d'énormément de coups de couteau. Et donc en fait The Night Of, c'est la nuit de ce jeune homme là Nasir, qui en fait c'est pas, il est innocent, hein, on nous l'explique quand même, enfin on pense qu'il est innocent, mais on n'est même pas sûr. Il se rappelle pas de ce qui s'est déroulé. Il se rappelle pas ce qui s'est passé, mais il va se retrouver... Ça correspond pas au profil en fait, voilà. c'est quand même un le truc, c'est qu'il va se retrouver, c'est ça. Il va se retrouver embarqué dans une histoire assez terrible, voilà, malgré lui. Et donc en fait on va suivre son parcours toute cette nuit, puis les suites au commissariat, comment il va se retrouver au commissariat par des circonstances aussi assez folles, hein, parce qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu s'échapper, mais non, alors, il est rattrapé par le truc, c'est assez... Oui, il n'a pas de chance. Et vraiment on suit étape par étape ce qu'il y arrive. C'est dans le détail, on a l'impression presque qu'on est avec lui. Oui, on le suit durant toute la nuit. Jusqu'au moment où on va rencontrer son avocat, un avocat qui va essayer qui va décider de lui porter secours, qui croit qu'il est innocent, qui va essayer de faire quelque chose. C'est un avocat assez spécial. Hein. Bon, mais ça vous verrez. Et puis je pense qu'on n'a pas tout vu de cet avocat-là. En tout cas, c'est un petit bijou. Moi, j'ai trouvé que c'est un petit bijou. C'est un truc, je m'attendais pas à ça. Je ne connaissais rien, moi je connaissais pas Criminal Justice, rien. Ouais, The Night Of, tu es là, oui, c'est bizarre comme titre, qu'est-ce qui se passe? Et dès que ça commence, on se prend. Encore une fois, la mise en scène est fantastique, donc elle t'aide à rentrer dans la série. Terrible, hein. Le personnage de Naz est assez attachant en fait, donc tu vas le suivre. Tu sais pas du tout ce qui va se passer. Toute cette histoire de crime et tout ça, tu n'as pas la moindre idée de ce qui va se passer avant de voir la série. Donc tu le suis dans son périple et tu subis la chose en même temps que lui. Et tu te retrouves un peu enfermé en prison avec lui en fait. Et t'as envie qu'on te sorte de là. Et la façon dont le personnage de l'avocat arrive, un peu comme la figure qui va te sauver, est assez incroyable. Généralement, ce genre de série, l'histoire est racontée souvent du point de vue de l'avocat. C'est lui en fait la star. Et en fait là, pas du tout. L'avocat, tu ne le vois pas avant plus la moitié de l'épisode. Tout à fait. Même la première fois que tu le vois, c'est juste une silhouette en arrière-plan. Tu le vois de dos. C'est énorme la façon dont le plan est magnifique. Et vraiment, il arrive encore quelques scènes plus tard derrière pour l'aider réellement. Donc déjà, la mise en scène hop, la photographie est sublime, les acteurs sont très bons. Mais voilà, ça suffit en fait, finalement. Mais ça suffit. Ça suffit amplement, c'est l'alchimie. En fait, il se passe pas, c'est pas haletant dans le style, il n'y a pas les sirènes de police à fond, le mec il court pas comme un dingue, il n'y a pas de course-poursuite. Mais par contre... c'est un petit peu old school, mais c'est tellement bien fait que tu es forcément happé par cette histoire. Et tu suis le truc de bout en haut. C'est ce gamin, c'est un gamin quoi, il a 19 ans ou 20 ans. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il connaît rien, il a jamais rien fait de mal de sa vie, qui se retrouve embarqué et traité comme un meurtrier, où il passe vraiment par toutes les étapes. On a tellement l'habitude de voir ça, les empreintes, le photo là, le mugshot, les vêtements, la fouille et tout. Mais alors là, c'est montré d'une façon tellement crue et réaliste
que c'est comme si on le découvrait la première fois. Comme si on n'avait jamais mis les pieds dans un commissariat, si on n'avait jamais vu aucune série criminelle, et t'es là avec lui, t'as qu'une envie, c'est qu'il s'en sorte, et ben on sait pas. On sait pas s'il va s'en sortir. On a 8 épisodes. Parce que vu comment c'est parti, ça va être compliqué. Ça va être mal barré. Ça va être très compliqué. Et donc il y a que 8 épisodes, c'est une mini-série. Voilà. Ben, écoutez, tant mieux, on sait que ça va être bouclé au bout de 8 épisodes, ils vont pas rallonger le mystère derrière. Le scénariste de la série, c'est Richard Price, donc qui était un des scénaristes de la série The Wire. Oui. C'est peut-être de là justement que vient le réalisme dont tu parlais. Hein. C'est ça, exactement. Le côté très fort, c'est vrai que dans la série The Wire, c'est extrêmement réaliste au niveau de la façon dont est montré le travail des forces de l'ordre et tout ça. Donc c'est repris dedans. L'autre scénariste, c'est Steven Zayan, qui a écrit la liste de Schindler. Rien que ça. Voilà, petit scénariste. Non, ils ont des petits backgrounds, les mecs. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, le casting aussi, nous avons encore des petits acteurs. Nous avons John Turturro dans le rôle de l'avocat. Qu'est-ce qu'il est bon. Il faut noter d'ailleurs qu'à un moment à l'origine, c'était le regretté James Gandolfini qui était présenté pour le rôle. Et qui est toujours crédité en tant que producteur exécutif. Alors alors qu'il est décédé, si vous avez suivi les... Il aurait été très très bon là-dedans. On l'imagine. James Gandolfini, il était fantastique là-dedans. Mais John, alors ils n'ont pas du tout la même carrure. Gandolfini, vous vous rappelez, c'était Tony Soprano. Bien en chair, un peu comme ça. Alors que John Turturro, il est tout fin, mal rasé, un peu dégueulasse. Il fait un peu genre un Doctor Who, mais à la dérive. Ah oui, mais bien. Avec son main de fer et tout. Et il fait pas avocat en fait. Non, il fait un peu SDF. Un peu clodo. Un peu. Mais franchement, il est aussi très bon dans le rôle et il a repris ça. C'est vrai, c'est vraiment approprié le truc parce que je pense que, comme je disais, Gandolfini aura sans doute joué différemment. Bien sûr. Mais ça passe, il est vraiment très très bon. Dans le rôle de Naz, nous avons Riz Ahmed, que nous allons découvrir dans le prochain Star Wars, Rogue One, au cinéma. Rien que ça. Avec ça, ouais. Donc lui aussi, je pense que sa carrière risque d'exploser tout bientôt. On va vraiment en entendre parler. Parce que on va le voir partout. Parce qu'il est très très bon la façon. Il va aussi être dans Bourne. Oui, il y a un rôle dans le prochain Bourne. Voilà, donc bon, rien que ça. On a genre du FBI de la CIA, je crois. Et un autre que l'on ne voit pas dans ce premier épisode, il s'agit de Michael Kent Williams de série The Wire. C'est Omar de série The Wire. Ouais. Omar is coming. Voilà qui est au casting. Et donc Omar is coming. Omar is coming. Attention. Grand fan de The Wire ici. Hein. Ouais. Non, c'est clair. Donc il n'y a que du bon. Il n'y a que du bon. C'est ça finalement. Mais c'est un petit bijou de chez HBO. C'est vrai que ça. On l'attendait. La chaîne avait subi des critiques parce qu'ils avaient annulé pas mal de séries. Ils ont annulé la série Vinyl, dont on avait parlé la dernière fois. Ils ont comment on dit, ils ont annulé après avoir dérenouvelé. Ils ont annulé après avoir renouvelé Vinyl. Alors là, tu sens qu'ils pédalent un peu dans la choucroute. C'est un petit peu le bordel chez HBO. Il y a pas de série qui a été annulée. Il y a eu des changements à la tête de la chaîne. Il y a la série Westworld qui va arriver bientôt. Là aussi, il y a eu quelques remous pendant les tournages. On sent qu'ils misent beaucoup dessus. Et on est content quand même qu'ils arrivent quand même malgré tout ça à lancer des... j'ai pas envie de dire des petites séries parce que c'est quand même moins... Comment dire, il y a moins au grand profil que Westworld, que Game of Thrones par exemple. Game of Thrones, c'est sûr. Mais c'est des petits bijoux comme ça qui pour moi font la marque d'HBO et que j'aimerais bien qu'ils en fassent davantage au final. Ouais. De toute façon, avec tout le fric que génère Game of Thrones, après tout, tu vois, ils peuvent aussi réutiliser tout ça pour fournir des petites séries moins de tape à l'œil, mais qui sont tout aussi géniales. C'est la marque de la chaîne là. C'est autre chose. C'est une autre proposition, mais c'est vraiment très très agréable. Donc voilà. Donc c'est cool. Bon, suivez la série, nous The Night Of, donc allez-y, c'est sur OCS City en plus. On peut pas se refuser ça, franchement. Ou sinon c'est sur HBO, si vous avez un cousin américain. C'est ça. Allez-y, vraiment tout de suite, c'est ça. La dernière série qu'on a commencé à regarder ce mois de juillet s'appelle American Gothic, c'est sur CBS. Alors, vous connaissez peut-être American Gothic, le tableau. Alors Jeff, est-ce que tu peux montrer le tableau? Attention. Au lieu de raconter ta vie dans la chatroom et de parler de je sais pas quoi là, voilà. Donc ça c'est le tableau. Donc la série n'a rien à voir avec ce tableau. American Gothic, c'est aussi un film. Alors, un film Jeff? Ah, il suit pas. J'arrive. Ah, mais c'est long. Hein. Voilà. Ça donne envie. Le film ressemble au tableau, mais non, ça n'a rien à voir. Je me suis encore trompé. Non, c'est bon. Non, c'est fait exprès. Et American Gothic, c'est aussi une série de 1995. Wow, ça ne rajeunit pas. Ouh. J'adore cet acteur.
Ouais. Il est dans VIP d'ailleurs, je vous le dis. Je dirais. Il peut pas s'empêcher de la placer. Bon, et ben c'est pas cette série non plus, parce que celle-là c'est celle de 95, et ça parlait du diable, etc. Donc rien à voir non plus. Donc, American Gothic, ça raconte en fait l'histoire d'une famille qui s'appelle la famille Hawthorne. T'as une photo, Jeff, pour montrer la tête qu'ils ont, les Hawthorne? Non, ça c'est l'affiche. Ouais. Donc la maison avec les racines. Plutôt jolie l'affiche. Pas mal. Bien vu. Voilà. Ouh, cette tronche. On dirait un Daniel Radcliffe avec beaucoup de barbe. Non, en fait, c'est Dexter à la fin de la saison. Ah oui. À la fin de la série. On a le bûcheron à droite. Donc, la famille Hawthorne, c'est en fait une famille hyper riche de Boston. Qui ont plein d'enfants, machin. Enfin, c'est une grande famille qui vit plus ou moins tous ensemble dans un grand manoir, etc. Et il y a une des filles qui veut se présenter aux élections. Donc bon, ils sont tous un peu réunis pour faire ça. Et il se trouve que deux enfants de la famille vont découvrir dans le garage ou dans la, je sais plus dans quelle pièce, bref, dans leur remise des clochettes. Ok, le pitch de fou. Alors en fait, ces clochettes, c'est en fait le signe d'un tueur en série. Attention, qui a sévi des années auparavant. Et ils en retrouvent tout un carton dans cette remise et tout ça. Et donc ils vont commencer à se dire qu'il y a certainement un tueur en série qui est parmi les membres de leur famille. Et c'est justement à ce moment-là, une fois qu'ils ont retrouvé ça, que il y a le père de famille qui nous fait une petite attaque, voilà, un petit malaise, il part à l'hôpital et donc on commence à se poser des questions, machin, c'est bizarre, rien de plus. Et là, quand le fameux bûcheron barbu, on remonte le bûcheron barbu parce qu'il a mis son déguisement, c'était magnifique. Le bûcheron barbu, qui est le fils aîné de la famille, qui s'appelle, comment il s'appelle, Cam, je crois. Je sais plus, bref. Le fils aîné de la famille revient après 13 ans ou 14 ans d'absence. Et pour montrer qu'il est un peu ténébreux et qu'il fait un peu peur, ils lui ont mis une barbe et une chemise de bûcheron. Et donc on sent le mec au passé mystérieux. Donc on commence à se dire, ah ben non, attends, peut-être ça serait lui le tueur. Peut-être. Bref, voilà. Nous sommes dans une histoire de classique de qui est le tueur. Qui est le tueur, ouais. Plus ces histoires familiales. Qui est le tueur comment il s'appelle, le Silver Bell Killer. Le tueur SBK. J'adore parce qu'ils disent le SBK. Le SBK. Le SBK. Ils étaient expliqués. C'est trop marrant. Et en parallèle, la police va retrouver un bout de cadavre avec la ceinture parce que le tueur en fait il étranglait ses victimes avec une ceinture en fait. Sans qu'on n'a jamais retrouvé. Voilà, ils n'ont jamais retrouvé le tueur en série. La police commence à enquêter sur un tueur. Le tueur en série alors qu'ils avaient arrêté depuis des années. Voilà. La famille commence à se demander si c'est pas l'un d'entre eux. Oui, parce que quand le tueur est arrêté, subitement justement le bûcheron et lui est parti, tu vois. Ouais, il y a plein de choses qui se sont passées. Le timing un peu correspond. Voilà, on se demande alors qui est-ce, etc. Le père qui dès qu'il apprend qu'ils ont retrouvé quelque chose du tueur, nous fait une attaque. Le bûcheron barbu qui revient après 13 ans. On voit aussi qu'il y a le petit-fils de la famille qui a des tendances bien particulières puisqu'il aime bien étudier un peu trop près l'anatomie des animaux. C'est intéressant. Il est très curieux de la nature. Ouais, ou de la mort. C'est ça. Exactement. Un gamin que t'aimerais pas faire du babysitting, que t'aimerais pas garder le soir. Vraiment pas. Donc c'est une famille un peu chelou quoi. Un peu bizarre. Hein, voilà. D'où le petit poster qui est du coup vachement bien trouvé avec le beau manoir et toutes les racines ensanglantées. Donc en fait ils ont tous des secrets. Alors bon, ça c'est le truc un peu sopesque de l'été, avec un petit soupçon de policier, de drame familial. C'est assez plaisant, franchement, mais c'est à prendre. Tu as vu un ou deux épisodes hein? 2. T'as vu les 2? Non, 3. Ah, moi je n'ai vu que 3. 2. J'ai bien aimé le premier épisode, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que moi je suis un peu friand. Ouais, t'aimes bien? J'étais là, ça va être ma petite friandise de l'été, tu vois. Je vais regarder ça tranquille sans me prendre la tête. L'histoire familiale, les acteurs sont plutôt bons dans l'ensemble. Oui. Ça fonctionne assez. Le côté serial killer va me faire suivre la série. En revanche, j'ai un petit peu déchanté au deuxième épisode où j'ai trouvé le temps très long. Un peu long. Très long. En fait, on retombe un peu dans les clichés habituels de qui est le tueur en fait. On a 50 000 fausses pistes, on sait que ça va être un enchaînement de fausses pistes jusqu'à la révélation finale. Donc voilà, c'est ça. Enfin pour moi c'est le problème ou pas. C'est-à-dire que si tu acceptes les règles du jeu, tu vas te détendre et tu vas te marrer parce que dès le premier épisode tu fais
c'est bon, ils vont te faire croire que c'est le père, allez, c'est pas le père, tu vois. Machin, c'est toujours oui, un mais il y peu... avait un truc autour du père justement qui m'avait fait un peu accrocher. Tu sens qu'il y avait des trucs qui étaient pas dit. Tu sais que toutes les fausses pistes, jusqu'au dernier épisode, ça sera fausse piste sur fausse piste, tu le sais, d'entrée. C'est ça, peut-être j'aurais attendu trop. C'est un peu le truc. Il manquait un petit grain de folie, j'ai trouvé, pour suivre la chose. Il y a quand même 13 épisodes, bon, alors... Oui, déjà c'est une mini-série, comme je le disais. 13 épisodes, ils ont le temps de boucler leur truc, ils ont le temps de relancer l'enquête, pourquoi pas, quoi, enfin... Ça se suit. Ça m'a fait penser un peu à The Family, que j'ai bien aimé sur... c'était ABC, je crois, avec le gamin qui a été enlevé et qui revient. C'était un peu le même style avec la famille qui essaye de... Enfin, une partie de la famille qui essaye de gagner des élections, donc cette histoire d'apparence, de comment se comporter, est-ce qu'on dit la vérité ou pas, est-ce qu'on cache au public, est-ce qu'on se sert de ça et tout. C'est un petit côté The Family que j'ai bien aimé. Alors, est-ce que je vais aller jusqu'au bout des 13 ? Je sais pas. C'est ça la question. Il est possible que je râle un petit peu au bout en me disant oh non, pourquoi j'ai regardé 13 épisodes pour tout ça, mais ouais, quand même, quoi. Ouais. Oui, alors les gens ils disent dans la chatroom que c'est l'acteur de Banshee. Ben oui, il s'appelle Anthony Starr. Il jouait le shérif dans Banshee. Ouais. Il est pas mal, hein. Bon, à part son look, on s'est un peu moqué parce que c'était pas très subtil. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas série la subtilité non plus. Non, parce que quand le gars il se promène, non, c'est un peu bête, mais le gars il se promène, il a un couteau. Il rentre chez lui, ça fait 13 ans qu'il a pas vu sa famille, il a un couteau. T'es là, le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va se raser dans l'évier de la cuisine. Mais qui fait ça ? Il se rase un couteau parce dans la vraie vie, quoi. En fait. Mais encore, voilà, c'est le jeu des fausses pistes. Tu vois, attends, le mec qui se rase un couteau, ça peut être que lui, en fait. Mais bien sûr, ça ne sera pas lui au final le tueur. Ouais, c'est ça. Donc bon, oui. Ouais, tu sais déjà que ce sera pas lui, quoi. Bon, pareil, ce sera une femme, histoire de... Ouais, sûrement. Ouais. Je mets une pièce sur la mère, peut-être. Ouais, la mère, elle a une tête de psychopathe. La mère, elle cache des trucs. On dirait la mère, elle a la tête des vieilles dans les soaps, là, les matriarches. C'est ça, mais c'est très soap, hein. Vraiment, on est vraiment dans le cliché du soap, ouais. Mais voilà, c'est la petite série estivale. Franchement, c'est sympathique à suivre. Voilà, ouais, c'est du Agatha Christie, voilà. Nico Popu l'a dit, c'est du Agatha Christie avec des plus grosses ficelles quand même. Ouais. Il me semble que Agatha Christie c'est un tout petit peu plus subtil que ça, mais bon. Non, enfin franchement, vous avez mis Papipel ou quoi sur l'image parce que la chatroom elle en peut plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore l'écran de on a pas vu la chatroom encore. Il veut pas nous dire. Capaldi. Non mais c'est la chatroom qui demande des trucs. Ah oui. Donc voilà. Non, en fait, non, parce qu'il nous met pas People direct. T'as pas suivi, toi? Tu regardes pas Geeking? Moi, je regarde pas l'émission. Qui sont ces gens? Mais que font-ils sur le canapé? Voilà, non, il a cassé Pellman. Ah oui, je vois ça de pieds nus déjà. Si, ils sont là, ils sont par là. Parce que je ne regarde pas toujours l'écran. Il vaut mieux pas regarder. Bon, la chatroom, quand vous aurez fini de rigoler, on va passer à la suite, hein, parce que bon, le temps passe et on n'a toujours pas parlé de notre série du moment. Ouais. Juste au casting, il y a aussi Justin Chadwick. Ah, pardon, oui. Si vous vous rappelez de lui, c'est lui qui jouait Sangoku dans le film Dragon Ball Evolution. Je voulais la caser cette-ci. Hein, je pensais qu'il allait nous citer Shameless, même pas, non. Non, mais le cinéma, c'est large, tu vois. Ouais, le cinéma, c'est ça. Parlons de tout. C'est ma petite touche supplémentaire. La Kevin Touch. Il nous cite Dragon Ball, c'est beau. Dragon Ball Evolution. On n'a pas déjà cité la dernière fois. Si, hein. On en a parlé là. Oh la vache, ça va être notre marronnier. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre série du mois et c'est Gilmore Girls. On voulait parler donc de Gilmore Girls parce que ça vient d'arriver sur Netflix et qu'ils ont mis les 7 saisons direct comme ça pour notre plaisir afin d'être prêts pour la 8e saison, le revival de la série qui arrivera fin de l'année normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comme on l'attend avec... Enfin, en tout cas, ouais, on l'attend quand même. On l'attend pas mal. Ouais, voilà, on a décidé de vous reparler de Gilmore Girls pour les plus jeunes d'entre vous ou pour ceux qui n'aiment pas spécialement voilà, mais moi je redécouvre ça parce que je n'avais pas tout suivi. C'était une série que je regardais à la télévision. À l'époque, on regardait ça à la télévision. J'ai regardé ça en VF sur Série Club, je crois, à l'époque. Ah ouais. Série Club quand même. Parce que moi c'était France 2, tu vois, c'est encore pire. Ah non. Moi sur France 2 direct, quoi, tu vois. C'était. On est encore analogique à l'époque. Type cathodique et tout. Mais ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que cette saison, ça date de quand? Je vais pas noter la date. Aux alentours de 2000, hein, je pense, un truc comme ça. Un peu avant, je pense. Même encore avant. Je sais pas. Bref, c'était une série de la WB qui n'existe déjà plus. Alors, pour vous dire que c'est une vieille série. Et créée par Amy Sherman Palladino.
qui est reconnu pour la qualité de ses dialogues. Ah oui. Et Gilmore Girls, c'est vraiment une série de dialogue et d'ambiance en fait. De répartie à la seconde. C'est ça. Et donc ça raconte l'histoire d'une mère et sa fille, donc Lorelai et Rory Gilmore, donc qui donnent leur nom à la série, qui habitent dans la toute petite ville de Stars Hollow où tout le monde se connaît. Et en fait on suit leur quotidien, qui est rythmé par l'école, les cafés, très important. Ah oui. Donc, la série a tout à fait sa place dans notre émission parce qu'ils passent leur temps à boire du café. Et ce que je préfère, c'est les assemblées, alors je sais pas comment on peut appeler ça, les réunions de Stars Hollow par la mairie, une espèce de conseil municipal où ils passent leur temps à s'engueuler. C'est très très drôle. Et franchement, c'est une série hyper simple, il n'y a pas de storyline spécifique. Alors bon, quand même que Lorelai, c'est une jeune mère qui a la fille est une adolescente, Rory. Elle a eu sa fille à 16 ans. Contre l'avis évidemment de ses parents, avec qui elle s'est brouillée suite à ça. Forcément, ils n'ont pas trop apprécié que leur fille tombe enceinte. C'est des gens très riches, très bourgeois, très dans le comme il faut, le qu'en dira-t-on, etc. Ils sont vraiment très soucieux des apparences. Et donc, Lorelai a coupé les ponts avec ses parents, a élevé seule sa fille. Ouais, il n'y a pas trop de différence. Voilà. Il y a 16 ans d'écart. 16 ans d'écart finalement. Et il se trouve que Rory est une brillante élève et que du coup au début de la série elle obtient une place dans une prestigieuse école qui s'appelle Chilton et dans laquelle elle va se rendre une école très privée. Et le problème étant que Lorelai son boulot c'est de gérer un manoir. Elle est gérante, ça s'appelle comme ça, oui. Oui, c'est ça. Genre un petit hôtel, une auberge. Une auberge, disent l'auberge. Et donc elle a pas vraiment d'argent pour payer cette école privée prestigieuse et donc elle va être obligée de demander l'aide financière de ses parents. Et ses parents, enfin sa mère en tout cas, a la bonne idée de lui proposer effectivement de lui prêter l'argent, enfin de payer la scolarité de sa petite fille en échange d'un dîner chaque semaine, le fameux dîner du vendredi soir. Qui est un peu. T'as l'impression qu'elle est au purgatoire à chaque fois. C'est ça, ouais, c'est un peu l'occasion de s'envoyer des vents dans la tête. Hein. C'est un peu le gimmick du truc, c'est le ping-pong verbal entre Lorelai et que des réparties, ça en va des deux côtés. Ouais, le pitch est pas oufissime, mais la série, les dialogues sont. Comme je dis, c'est vraiment une série d'ambiance, de dialogue. Tu vas rentrer dans ce petit village, j'ai envie de dire, cette petite commune de Stars Hollow. Tu vas un petit peu faire connaissance avec tout le monde. Ah, ils sont tous... c'est pittoresque. Hein. C'est pittoresque. Ils sont tous assez attachants, assez énervants, assez agaçants. On dirait un peu des voisins qui sont en train de sauter, là. C'est la même dans un immeuble, dans une petite ville. Moi, j'ai trop envie d'y habiter, en fait, à Stars Hollow. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, franchement. C'est peinard, les gens sont cool. Tout autour, tu fais plein de potes, t'as la campagne et tout, ça a l'air trop bien. Le café, il est cool. Le café, il est bien. Le petit diner et tout. Le petit diner, ça a l'air super. Les cheeseburgers ont l'air très très bons. Ils sont tout le temps. C'est la série où ils bouffent tout le temps. C'est génial. Bon fait de boire des cafés, ouais. C'est la vraie vie. Parfait, la vraie vie, j'adore. Et ouais, donc c'est une série d'ambiance et c'est extrêmement bien écrit. Vraiment, il y a des réparties, c'est au millimètre. Et c'est extrêmement bien écrit, mais c'est aussi extrêmement bien interprété parce que tu peux faire des super dialogues. Si t'es pas après des bons acteurs, les actrices pour les sortir, ça passe pas. C'est les meilleurs. Là, ils ont tous un timing fantastique, ça rebondit, c'est du ping-pong l'un sur l'autre. C'est clair. C'est vraiment, tout le monde est vraiment très très bon. Et même voilà. Le second rôle là, parce qu'ils ont trouvé des gens. Ils incarnent les personnages. T'as l'impression que c'est pas des acteurs. Non, c'est ça. Tout le monde vit son personnage. C'est comment dire. C'est un petit monde dans lequel on va se réfugier. Exactement. Gilmore Girls, c'est une petite friandise. Alors, écoute, je sais plus, j'ai pas la source, c'est dommage parce que c'est pas très bien. Mais j'ai lu un article sur un site internet, sur l'internet mondial. Il disait Gilmore Girls, c'est un peu un doudou. Tu vois, mais c'est trop ça. Tu le retrouves. Et moi, j'avais perdu mon doudou. Ben là, je l'ai retrouvé. J'adore. Je peux plus me séparer de la série. Je revis depuis que je la découvre. Je la découvre en anglais. Elle était pas mal en français, mais en anglais c'est un plaisir quoi. Enfin, c'est millimétré. C'est top quoi. La rythmique des dialogues, c'est de la musique quasiment. C'est ça. Une rythmique. Les phrases fantastiques. Ouais. Je sais même plus quoi dire tellement c'est vraiment bon quoi. Il y a pas beaucoup de séries qui font qui donnent ce truc là. T'as l'impression que tu manges ta madeleine.
c'était ta petite Madeleine de Proust, quoi. Tu la manges pas, en fait, j'ai une connerie, mais bon, c'est la Madeleine de Proust, quoi. T'es content de la retrouver, t'es là, tu prends ton temps, t'es dans l'ambiance, t'es... Oh là là, quel bonheur de redécouvrir cette série. Puis en plus, moi j'avais pas vu tous les épisodes parce que diffusion sur France 2 oblige, c'était voilà, hein, c'était assez difficile de suivre. Hein, c'était à l'époque où on suivait pas saison par saison, et là c'est génial de voir la continuité. Tu vois un dialogue entre deux personnes, et là tu vois un gars à l'arrière-plan, les mecs ils vivent leur vie. C'est même plus, c'est des figurants, mais il se passe toujours quelque chose. C'est une série vivante. Quand tu les vois, ils sont tous en train de marcher dans la rue avec leur café à la main. Et tu vois l'autre à l'école de danse qui est en train de faire n'importe quoi. Quand tu passes devant l'école de danse, à chaque fois il y a une connerie derrière, c'est génial. Enfin, il y a tout comme ça. Toute une galerie de second rôle et tout. Ouais. C'est vraiment excellentissime. On a envie d'y vivre dans ce petit endroit-là. Ouais. Mais oui, et alors franchement, c'est un revival qui fait plaisir du coup. Parce que c'est des retrouvailles. Moi, vraiment, c'est des retrouvailles avec cette série que j'avais aimé comme ça, quoi, que j'aimais regarder. Mais parce que moi, c'était vraiment quand je tombais dessus, je la regardais. Quand on tombait dessus, et quel dommage de ne pas avoir vu tous les épisodes, tellement c'est. C'est vrai, je le regrette maintenant de ne pas avoir suivi la série. Ouais, non, c'est clair. Vraiment, c'est. Et du coup, je sais même pas comment se termine. Non. Il y a 7 saisons, je sais pas comment elle se termine. Je sais même pas de quoi va parler le revival. Au final. Ouais, mais en fait, est-ce qu'il se passe vraiment des choses? À part les vies amoureuses qui sont évidemment. Il y a forcément les intrigues. Surtout c'est Rory. Hein. Surtout c'est. Enfin, je sais pas, sur l'évolution de la série. Après, c'est surtout Rory. Lequel va-t-elle choisir? Elle a 2 love interest. Et en fait, t'as la team. Tu vois, t'avais 2. T'avais ça. Et en fait, tu sais pas avec lequel elle finit. Tu vois. Enfin, mais. En fait, on a l'impression que vraiment, que les personnages, ils ont continué à vivre et du coup, on va les retrouver. C'est pas, moi, je trouve que c'est pas artificiel comme revival, comme certaines séries peuvent le faire. On va reprendre le cours de leur vie. C'est comme si on revenait, si ça fait longtemps que t'as pas vu tes cousins qui habitent à l'autre bout de la France, t'es trop content de les revoir, tu vois. Mais c'est pareil. Là, ils ont fait leur vie et on va voir quelques années plus tard, 8 ans après, où ils en sont. Où ils en sont, qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué, etc. Je suis sûre que Rory et Lorelai, ils sont toujours en train de boire des cafés, en train de... tu vois, c'est tout quoi. Je ne vois pas arrêter le café, hein, si Lorelai arrête le café. Voilà, et alors Shannon il dit Gilmore Girls c'est Dawson en mieux, mais carrément. Ouais. Moi je préfère que Dawson. Bonne comparaison. C'est pas du tout un teen drama comme Dawson en plus. Hein. Oui, Dawson, c'est vachement plus adulte parce que tu peux t'identifier ou à la mère ou à la fille, même aux deux en fait. Moi j'ai même pas de. Non, les deux, tu à l'époque quand je regardais j'avais l'âge de la fille, maintenant j'ai l'âge de la mère. Oh. Boum, le coup de vieux. Bim. Allez, ça c'est fait. Enfin, l'âge de la mère dans la série, pas maintenant parce qu'elle est pas. Bon, bref, passons. Donc oui, il y a eu plein d'acteurs. Alors ça y est, vous êtes ceux qui en parlent de la série, pas de conneries. Pourquoi vous parlez de Scrubs dans la chatroom? Je sais pas. Je sais pas. Le chat a sa volonté propre. La chatroom, ils sont dissipés ce soir. En plus, on va plus sur l'ordi depuis tout à l'heure, donc on voit plus, on a l'écran de véhicule. Bref, il y a quand même qui ont dit que oui, effectivement, il y a des acteurs connus, mais grave, il y en a plein. Bon, Jeff, t'es chaud là parce qu'il y a plein d'images à passer. Je suis prêt. Alors, d'abord, on va commencer par Lauren Graham, donc Lorelai Gilmore, qui donc voilà. Alors ça c'est maintenant. Aux Emmy Awards. Ouais, c'est elle. Voilà. En ce moment, elle fait plus parler d'elle pour sa chirurgie ou prétendue chirurgie que c'est un peu moche les gens. Moi je l'adore. Elle était dans Gilmore Girls. Après, elle a fait Parenthood, qui est aussi une très bonne série, et elle était super bien dedans. Donc elle est top. Sa fille donc c'est Alexis Biddle, whatever. Elle est magnifique. Rory, qui en fait s'appelle Lorelai, tu vois, ça je savais plus. Oui, elle a appelé sa fille comme elle en fait. La féministe, ça c'est bon ça, le truc, la série elle a 15 ans et elle dit mais pourquoi ma fille je pouvais pas l'appeler comme moi alors que les mecs ils nomment leurs garçons comme eux, ben moi ma fille elle s'appellera comme moi, c'est génial, j'adore. La maman c'est Kelly Bishop, qui est une dame très très connue qui est un peu... Elle est bien. Comment on dit, serré. Elle fait marrer quand même. Elle est top. Elle est coriace. Elle a la dent dure, la dame. Et elle était ensuite dans la série Bunheads. Alors
Alors ça, je pense que t'as pas vu Bunhead. C'était un petit peu quand même beaucoup une série de filles et que j'ai adoré parce que c'était une série sur la danse. Kelly Bishop, en fait, c'est une danseuse. Elle a joué dans Bunhead, qui est la série de Amy Sherman Palladino qu'elle a faite après Gilmore Girls et qui parlait de danse, et elle tenait une école de danse justement dans la série. Ouais. Et ça ressemblait vraiment à... C'était la même ambiance. Petite ville et tout. Elle avait vraiment repris les codes et l'actrice... Je crois que j'ai mis une image, Jeff, une deuxième image pour Kelly Bishop, c'est l'image de Bunhead. C'est perdu ou pas? Oui. D'accord. Bon, ben vous chercherez donc. Ah, mais je l'ai pas prise. Ask Google. Ah oui, voilà. Et en fait, l'actrice, la jeune actrice de Bunhead jouait la prof de danse qui débarquait dans la petite ville. C'était une prof de danse en fait, elle faisait du cabaret, plume et string, quoi. Elle débarque dans la petite ville avec l'école de danse classique, elle va un peu tout chambouler, et c'était exactement les mêmes joutes verbales entre elle et... Enfin, c'était pareil, quoi. Voilà. C'était belle-mère, belle-fille, là, voilà. Et c'était exactement la même chose. Et c'était très, 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 très bon. Ensuite, il y avait Scott Patterson, alias Luke, la casquette à l'envers. Lui, il m'a fait marrer. qui ne doit absolument pas enlever sa casquette. Parce que là, il y a... Je l'ai pas reconnu quand Sans casquette à l'envers, il est beaucoup moins charmant. Il y a un peu des problèmes capillaires, c'est pas très... Voilà, alors Luke, c'est le love interest de Lorelai, Will They, Won't They, machin, c'est toute la série. Ils sont déjà dès le premier épisode. Seront-ils ensemble dans le revival? Je pense que oui, mais on verra bien. Et il y a aussi les petits jeunes. Beaucoup de petits jeunes. Dont le fameux Jeff, le love interest de Rory, qui n'est pas tout de suite arrivé dans la saison, il est arrivé après. Et c'est Milo Ventimiglia. Beau gosse, hein? Beau gosse. C'est lui de Heroes. Sacré choucroute sur la tête. Hein. Avec la belle choucroute. Il était dans Gotham aussi dans la dernière saison. Et voilà, il a joué dans pas mal d'épisodes. Et donc il sera dans la suite, mais on ne sait pas s'il sera avec Rory ou pas. Ah, c'est pas. Ouais, bon, c'est pas le plus important. Il y a aussi Lisa Weil qui joue Paris. Paris, c'est la peste. D'habitude, dans les séries, la peste, c'est la brune. Là, c'est la blonde. Ah, ça s'appelle Paris, je crois. La relou Paris, ça s'appelle. C'est la meilleure élève de l'école, et quand Rory arrive, elle la clash direct parce qu'elle veut être la meilleure, et elle est affreuse. Et elle est maintenant, elle joue dans la série How to Get Away with Murder. Ah oui, c'est là où j'avais vu. Voilà, et c'était très énervant parce que quand j'ai vu How to Get Away, j'ai dit mais qui c'est, je connais sa tête. Évidemment, 15 ans après, c'était un peu dur à reconnaître. Ensuite, spéciale dédicace à Timo, mais il le sait déjà, je sais même pas s'il est là, Timo. Il y a Jared Padalecki, alias Sam Winchester, qui ici joue Dean. Dean. C'est marrant quand même. Le petit genou. Voilà. Et encore, le premier épisode, il est encore plus jeune que ça. Là, c'est parce que dans Supernatural, c'est un blocos. Voilà, et comme ça. Et lui, alors Dean, c'est le premier... C'est son 5-6, il a des bras comme ça. Il a bien changé, C'est le petit ami de Rory au début de la série. Ouais, c'est ça. Et c'est genre un peu le... un peu bad boy. Un peu bad boy. Ouais, léger bad boy, mais un peu quand même par rapport à... Gilmore Girls non plus, c'est pas... Et voilà. Ouais, c'est ça, exactement. Et enfin, donc, comme vous l'avez dit dans la chatroom, il y a Melissa McCarthy, que maintenant on ne doit même plus présenter. C'est ça, c'est elle qui a vraiment fait la plus grosse carrière après ça. Et ouais. Pourtant, dans la série, elle n'a pas un rôle de ouf. Elle joue Suki, qui est la cuisinière de l'auberge et qui a pour particularité d'être hyper maladroite, de tout casser, de tout renverser, de mettre le feu, de faire what mille conneries. C'est que tu peux ne voir que dans une série, parce qu'un chef comme ça, il se ferait virer. Non, c'est pas possible. Mais qui fait un magic risotto. Le magic risotto, ça c'est le truc. T'as des trucs comme ça revient dans tous les épisodes, et entre autres c'est ça. Donc voilà, il y a pas mal de personnages, d'acteurs connus. Il y en a d'autres. Il y a Chad Michael Murray, qui est le frère Scott, tout ça. Il y a Sherilyn Fenn de Twin Peaks. Il y a Kristen Ritter, alias Jessica Jones. Il y en a, mais 50 000. Juste une brève apparition. J'ai même pas tout relevé parce que. Il y a Rami Malek dont on avait parlé une fois, qui fait une brève apparition dans la série. Exact, bien. Et donc il y en a plein. Moi, je suis encore en plein dans la saison. T'as vu combien d'épisodes 4. Okay. Je suis à 9. Je pense que je n'arriverai pas à être à jour lors du revival. Il y a d'ailleurs sur Twitter, il y a un hashtag, je sais pas quoi, Gilmore Girls Revival ou je sais pas quoi, où il faut regarder un épisode par jour comme ils avaient fait pour X-Files. 153. Ça va être chaud. C'est ça.
hashtag 153 days. Je crois que c'est ça. Bon, ils sont déjà à la saison 2 ou 3, hein, donc on a pris un peu tard. On est tendu là. Oui, c'est ça. Et le revival, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être tout simple. C'est que 4 épisodes. C'est moche. Mais 4 fois 90 minutes. Ah, c'est 4 téléfilms. 4 téléfilms, ouais. Ouais, c'est pas c'est pas un vrai truc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On prend quand même. Hein. On prend. Les 4 épisodes vont correspondre aux 4 saisons de l'année, parce qu'il faut savoir que la série Gilmore Girls, c'est une série très structurée au niveau des épisodes, comme avant dans les séries où il y a la rentrée, Noël, Thanksgiving, Noël. C'est chaque saison, c'est une année. Surtout que Rory est à l'école, donc on suit vraiment le lycée, l'université, etc. Enfin, c'est vraiment très rythmé par la vie scolaire en fait. Ça, les séries avant c'est sûr que maintenant c'est plus ça. L'épisode d'Halloween, l'épisode de Thanksgiving. Même dans Buffy, c'était comme ça, tu vois, c'était pareil. Et donc là, les 4 épisodes vont correspondre aux 4 saisons de l'année. Et donc là, on va retrouver à peu près tout le monde. Alors on a quelques photos. Je sais pas si tu vois, Jeff, on a des photos du revival. C'est un peu plus haut dans le doc. Oui. Ouais. Ah ouais. Alors ça, c'est la couverture de Entertainment Weekly. C'est un peu gênant, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Pas top, hein. Mais bon, voilà. Pire. Bon. Voilà Luke et Lorelai. Luke, il a remis sa casquette. Hein. Je pense qu'il a plus de cheveux maintenant. Lorelai, elle ferme plus son blouson, c'est ça, c'est moche la vie des fois. Oh, elle est quand même charmante, elle est un peu... Ouais. Ouais, si, c'est quand même un truc. Dès qu'elle va parler, ça va être génial de toute façon. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Pétille. Il y aura un absent dans le revival, c'est le papa, le grand-père de Rory, le père de Lorelai, puisque l'acteur est mort en fait. Bon, dommage, parce que mais ils vont quand même, il est très très bon. Ils vont quand même l'évoquer. Ils vont en parler, ils vont justement. Ouais, ils vont forcément y avoir une petite référence. Il y a quelques trucs qui sont sortis, mais bon, après on va pas se gâcher le plaisir de tout vous dire. En tout cas, le truc hyper important, c'est que la série va finir exactement comme la créatrice de la série avait prévu. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, elle s'est fait kicker un peu de sa série. Oui, je me rappelle de ça. Elle s'est fait kicker à la fin de la saison 5, je crois, si je me souviens bien. Et la série a continué sans la créatrice. Du coup, la série n'a jamais fini comme elle aurait dû finir, en tout cas comment elle était finie dans sa tête. Certains fans de la série disent que d'ailleurs les saisons 6 et 7, c'est pas pareil. Hein. Ça, c'est bien connu. Je crois que je les ai pas vus d'ailleurs. Et donc, dans sa tête, elle avait imaginé les 4 derniers mots de la série. Et elle a jamais pu le faire. Et donc là, c'est l'occasion pour elle de le faire. Et personne ne connaît les 4 derniers mots. Même Lauren Graham. Tout le monde a essayé de lui soutirer des infos. La seule info qu'elle a réussi à obtenir, en fait, depuis le début, on pensait que ça serait Lorelai qui allait dire les 4 derniers mots, parce que c'est quand même l'héroïne de la série. Et en fait, ça serait 2 personnes qui parlent. C'est tout ce qu'on sait, hein. C'est vraiment le truc. Donc est-ce que c'est 2... les 2, hein. Dans les héroïnes, sans doute. Pour boucler la boucle. Je pense. Mais je vois un truc genre avec Coffee, tu vois, un truc qui a rien à voir, un truc banal, quoi. Comme quand Friends finit et qu'ils font on va prendre un café, quoi, tu vois. C'est ça, comme la vie continue, je sais pas. Parce que chercher 4 mots, tu vois, j'étais là, I love you, ça marche pas. Tu vois, enfin des trucs, je sais pas. Ben, bref, les spéculations sont ouvertes, mais. Non, c'est bien, j'aime cette façon un peu conceptuelle de terminer. J'aime ça, ouais, j'adore quand l'auteur il te dit, moi ma série, je sais comment finir, comme dans Harry Potter, quoi, je sais comment ça finit. On connaît la fin déjà. Donc c'est cool, quoi. Ah, ben voilà, vous êtes dans la chatroom, il y en a qui nous disent c'est ça. Vous serez, la 6 et 7 est pas top. Pourquoi ça parle de striptease de Jeff là? Qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Alors j'explique. Jeff, vas-y, fais-nous un update. Vas-y. En fait, sur la chaîne Twitch, actuellement, il y a 3999 personnes qui suivent. Et les gens disent, à 4000, Jeff ferait une météo nue. D'accord. Le matin dans GMZ, ce que j'ai pas du tout accepté. D'accord. Donc voilà. Et vous avez pas trouvé plus sympa que ça? Un slip vert, tu sais, pour faire le fond vert. 4000, ah ouais, ça serait cool. Ah, par contre, il y a 4000. Ah, c'est quand même, c'est énorme. C'est un beau chiffre. Ouais, ah d'ailleurs, on nous suggère de faire un épisode spécial pour le 4400. Ah, c'est drôle. Ah si, c'est drôle. Les 4400, ouais, ça se tente. Ah ouais, ça se tente.
S'il faut pas parler de la série, quoi. Ouais, faut faire un truc. Ouais, on va réfléchir. Magnifique. Donc voilà, bon, ben, je sais pas si vous avez risotto avec un cookéo. C'est pas pareil. C'est pas le même. Ah, le crossover. Tu sais, les réflexes. Geeking, il y a des références de geeking dans les geeking. On va plus s'en sortir. Je crois qu'on est dans une boucle temporelle. C'est Inception. Ah là, tout s'enchaîne, c'est magnifique. En tout cas, si vous avez jamais vu Gilmore Girls parce que vous êtes soit trop jeune, soit que vous pensiez que c'était qu'une série de filles, Kevin vous confirme? Oui, c'est tout ce que je pensais. J'étais jeune encore et tout. C'est pas qu'une série de filles, c'est une série qui parle de la vie et de café. Bien. Et de café, là on peut s'identifier au café, comme ceci. Et puis c'est tellement bien écrit, c'est un régal. On rigole plein de fois pendant les épisodes. Non, c'est vraiment cool. Puis voilà, vu les événements aussi un peu difficiles. Prenez votre doudou. Arrêtez, voilà. Hier, par exemple, c'est la série parfaite. C'est la série parfaite. Des fois, t'as envie de débrancher BFM. Mais voilà, regardez Gilmore Girls. Moi, j'ai regardé Gilmore Girls aujourd'hui, et ben, ça m'a fait du bien, je le dis. Ben, j'étais bien content. Je te confirme. C'est un très bon. Pas antidote parce que ça guérit pas, mais ça fait un peu. C'est un petit doudou. Moi, j'aime bien cette série doudou, ça me plaît beaucoup. Charlie Brown, sa petite couverture. Voilà. Donc, allez-y en plus sur Netflix, les 7 saisons. Oui, voilà. On vous tient au jus si on arrive à rattraper le retard, mais j'ai un petit doute. On termine cette émission quand même avec la fameuse rubrique qui revient. Elle nous avait manqué. Cause de foot dans les épisodes précédents. On n'avait pas eu le temps de faire le What Else. Mais là, Kevin, il a bossé là. Et là, il va nous parler de quelqu'un. Mais je vous laisse. J'étais plus inspiré. Ouais, c'est ça. Il a été inspiré, donc on y va tout de suite. C'est le What Else. Yeah. Ah. Ça y est, je like. Ok. Donc c'est l'heure de la rubrique What Else. Donc c'est donc la rubrique où l'on revient sur un acteur ou une actrice qui nous plaît dans une série dont on a parlé. Ce mois-ci, donc pour le retour du What Else, j'ai décidé de m'intéresser à l'acteur Craig Robinson. Craig Robinson qui a un petit rôle dans le deuxième épisode donc de cette deuxième saison de Mr. Robot, et dont le rôle devrait être un peu plus important par la suite. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Ah, c'est donc lui. Ah oui, d'accord, ok. Non, je savais pas qui c'était, moi. Tu ne connaissais pas? Moi, c'est un acteur. Quoi, il est dans VIP ou dans Dragon Ball Evolution? Non, c'est un acteur comique que j'aime énormément. Il est dans, tu vas voir, j'ai plein de séries que tu as forcément vues. Il est dans plein de films comiques autour de la bande de Seth Rogen, John Hill et tout ça. Ok. Donc c'est un humour que j'aime énormément. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup et donc j'ai voulu un petit peu retracer sa carrière. D'accord. Essayer de vous faire découvrir, vous l'avez peut-être vu ailleurs. On va vous rafraîchir la mémoire. Donc, comme tout acteur comique, quand on fait le début de sa carrière, on commence par les petits rôles. Donc on a des petits rôles dans des séries comiques. Oui. Donc dans quelle grande série on peut faire un petit peu ses débuts? Il y en a plein. Il y en a plein. Et bien il a fait dans celle où tout le monde l'a fait. Il s'agit de la série Friends. Ah, oui. Et voilà, il joue dans la dernière saison de la série. Donc c'est la saison 10, épisode 14. Date de 2004. Ouais. C'est l'épisode où Phoebe décide de changer de nom pour devenir la princesse Consuela Banana Hammock. Est-ce que tu te rappelles de cet épisode? C'était du grand n'importe. Le nom me dit quelque chose, effectivement. C'était après, The One with Consuela, je crois. Consuela, ouais, ok. Et en fait, voilà, il joue la personne au guichet du bureau qui est responsable du changement de nom. Bon, il a 2 lignes de dialogue, je crois. Ok, parfait. Il y a autre chose, mais voilà, il faut commencer quelque part. Il n'y a pas de petit rôle au départ. C'est ça, on est d'accord. Ok, donc. Voilà, donc, premier petit rôle dans le Friends, on est en 2004. En 2005, il a encore un petit rôle, encore quelques lignes de dialogue dans une autre série dont j'ai parlé la semaine dernière. Semaine dernière. Le mois dernier, oui, pardon. Mon bel les pinceaux. Il s'agit de la série Curb Your Enthusiasm, la série de Larry David. Ah oui. Ouais, il s'agit de l'épisode 10 de la saison 5, là où toute une histoire de greffe de rein. Il rigole. Hors contexte, c'est pas drôle. Hors contexte, c'est pas drôle. Vous avez pas en fait, il y a un ami à Larry qui lui demande qui a besoin d'une greffe de rein. Il va lui demander, donc c'est lui qui peut lui donner un terrain, sauf que lui il refuse en fait. Ok. Donc tout l'épisode, les derniers épisodes de la saison vont tourner en fait du refus et tout ça, et tout le chemin qu'il va devoir parcourir pour arriver à accepter ça. Et donc Craig Robinson joue en fait un des infirmiers à l'hôpital, jusqu'au moment où il accepte enfin de donner son rein. Bon, ça va pas se passer comme prévu et tout ça. Et regardez comme l'enthousiasme. Okay. Ça c'est autre chose. Et VIP. Et VIP aussi. On est en 2005. Après donc, Craig Robinson va jouer un peu dans la série qui va le faire connaître véritablement à tout le monde. Il s'agit de la géniale série The Office. Ah oui, c'est pour ça que je le connais pas. Tu n'as pas vu The Office?
Qu'attends-tu pour voir The Office? Que ça me fasse rire. Arrête. Désolé. Oh là là, oh la déception là d'un coup. Ah regarde, tu fais la même tête que lui. Ouais, donc c'est le premier américain, donc la série The Office, il joue Daryl Philbin. Donc c'est un personnage qui commence en tant que manutentionnaire dans les entrepôts. Donc de la société de The Office. Avant de gravir les échelons, à un moment il est considéré pour être carrément le manager de la boîte. Au final, il apparaît dans près de 120 épisodes de la série, alors qu'il commence vraiment comme un petit rôle. C'était un petit rôle récurrent. Ouais, il était bon. Ça veut dire. Il était bon. Il est devenu un des personnages principaux de la série au fil du temps. Donc c'est grâce à ça qu'il a explosé. J'ai pas noté les dates de la série, mais c'est terminé il y a 4-5 ans, je crois, The Office, en 2010. Ah ouais, et comme d'hab, on dit toujours, faut zapper la saison 1 de The Office. On m'a fait la même pour Parks and Recreation. Non, mais là, c'est vrai. Bah ouais, mais non, on peut pas. Moi, je peux pas zapper, je suis désolée. Donc, je commence à... Tu as regardé les courtes, il y a 12 épisodes, je crois, dans The Office. Comment il s'appelle mon Twitter? Est-ce que vous pensez vraiment que quand ça s'appelle Season 1, on peut zapper les saisons 1 des séries? On peut pas. Donc tu les regardes comme tout le monde et après tu apprécieras The Office par la suite parce que ça vaut vraiment le coup et parce que Malcolm Scott est génial. Voilà, je voulais dire. Donc après tout ça, donc il a explosé avec The Office, il a eu plein de rôles au cinéma, mais bon, comme dans les séries, il a eu sa propre série après qui s'appelle Mr. Robinson, donc c'est son nom. Ouais. Une série, bon, pas fantastique, elle a été annulée. Mais on le connaît parce il a un petit rôle, il apparaît chaque saison dans une série qu'on aime énormément ici au sein de la team. Il s'agit de la série Brooklyn Nine-Nine. Ah, enfin. Là tu connais. Ok. Là tu connais Brooklyn Nine-Nine. D'accord. Voilà, il joue le Pontiac Bandit, c'est le célèbre voleur de voiture. Ah oui, d'accord, ok. Oui, Pontiac Bandit. C'est ça, l'ennemi juré de Jake que l'on voit une fois par saison, grosso modo. Oui, qui revient à chaque fois. L'épisode du Pontiac Bandit qui parvient toujours. Il y en a un à chaque fois, effectivement. Parvient toujours à s'échapper. Ouais. Donc voilà. Maintenant il est surtout au cinéma. Craig Robinson. Il fait beaucoup de films. Voilà, mais il est dans l'épisode 2 de Mr. Robot alors. C'est pas l'épisode 1, épisode 2, saison 2. Saison 2, épisode 2. C'est dans l'épisode 2, ouais, la moitié de l'épisode. C'est un acteur qui est surtout connu pour ses rôles comiques. Je ne l'ai jamais réellement vu dans un rôle dramatique, mais il y en a le potentiel. Ok. Ouais. Et on. Bah là, en Mr. Robot. Alors, on sait pas trop devant ça, mais on sait que son personnage est. Il a l'air un peu étrange quand même. Voilà. On sait pas trop où ça va nous amener. Comme il pourrait nous surprendre par la suite. Donc c'est un acteur que j'aime énormément et j'espère que vous aussi vous l'aimez. Ah bah écoute. Je vais vous le faire découvrir grâce à ça. Moi je l'aimais pas parce que je le connaissais pas, donc je l'ai vu dans la série, j'ai fait. Mais t'avais vu Brooklyn Nine-Nine quand même. Ouais, mais je l'ai pas reconnu franchement. Ah bon, après ça, que si t'as pas vu The Office, c'est plus compliqué. Bah ouais, tu vois, enfin, je sais pas qui c'est moi. Bon, maintenant je vais faire attention. Tu vas mettre le. Voilà, Simon et Garfunkel. Par contre, je connais vachement bien Mrs. Robinson. Mrs. Robinson. Ouais, ça ouais. On peut le faire en karaoké dans SingStar, y a pas de problème. Mais par contre, non, le reste. Je connaissais pas Craig. Mr. Robinson. Ben voilà. Je connais pas. Bah, j'ai appris quelque chose ce soir. Je suis contente. Je suis contente, donc il faut que je regarde The Office. Par contre, ça va être un peu plus compliqué. Surtout que j'ai toujours pas vu VIP, donc. Regarde The Office, ça fera plus faire, je pense. Ouais, non, mais là, je suis à Star Zolo, moi, maintenant. Je peux plus. C'est fini. Avec les Gilmore. C'est ça, moi, je suis dans ma famille Gilmore. Pas de problème. Non, on sortira plus. Ok, bon, eh ben écoute, merci beaucoup pour cette découverte ou cette redécouverte pour certains, parce qu'il y en a qui ont reconnu dans la chatroom quand même. Hein. C'est bien. Merci la chatroom de nous avoir suivis. Et ici en bas, Magie de Jeff. Il a écrit notre Twitter. La magie du titrage. C'est magnifique. Quand c'est le bon titrage, c'est vachement mieux en fait. Hein. Et oh, il fallait bien. Ok, c'est bon, allez. Et on a été ravis de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien amusés avec nous. En tout cas, dans la chatroom, vous avez bien rigolé, ça c'est sûr. Hein. On attend vos retours sur les séries qu'on vous a proposées. J'espère que vous aussi, vous allez aimer surtout The Night Of, que vous allez tomber amoureux de Star Zolo comme nous. Ouais. Et on vous donne rendez-vous dans un mois à peu près. Parce qu'on va continuer à regarder des séries. Il n'y a pas de raison. Parce qu'après, il va faire trop chaud. Les séries, c'est toute l'année. Hein, il va faire trop chaud. On peut pas sortir. Restez chez soi, vous mettez les ventilos, la clim. Voilà. Vous consommez comme il faut. Nickel. Et on peut continuer à regarder des séries. Merci à Mr. Jeff.
Ah, feu d'artifice aussi. Et mention spéciale quand même, une petite... j'allais pas dire une minute, la minute Rocco, mais on pense à Rocco aussi, qui nous a pas du tout manqué. On apprécie le nouveau décor. Donc merci à Chagnapé, à Bob le Baobab, à Canapikea et Anko pour le décor, parce qu'on est vachement mieux. On a pas mal aux fesses, tout va bien. C'était trop bien ça. Non, franchement, on pourrait rester 2 heures de plus. Il n'y a pas de problème. Mais bon, on va peut-être couper quand même, Jeff. Je pense qu'on va débrancher surtout ceux qui jouent à Overwatch. Et donc, on vous dit à très vite dans un nouveau Café Série. Ciao. Bye bye. Cette émission est produite avec la participation de Manatori.